Bonjour à tous. Alors pour ce premier cours, je vous propose de terminer le chapitre qu'on avait laissé en suspens avant l'interruption des cours, qui était le chapitre M6 sur le moment cinétique. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de reprendre vraiment votre cours manuscrit et de compléter, de recopier tout simplement ce qu'il y a à l'écran. Et vous allez voir, de temps en temps, il y aura des petites pauses de façon à ce que tout simplement vous puissiez prendre un petit temps. Voilà, peut-être des fois je vous indiquerai le temps qu'il faut prendre, parfois pas, mais juste un petit temps pour que vous puissiez chercher parfois certains exercices, que vous puissiez vous entraîner. Et puis, ce sera à vous tout simplement d'appuyer sur pause sur la vidéo et ensuite de voir la réponse, tout simplement, que je vais commenter et puis rectifier ou recopier ce que vous n'aviez pas trouvé. Voilà, donc le cours M6 qu'on avait laissé en suspens, on avait la dernière fois modélisé un pendule pesant et puis j'avais calculé le moment du poids par une seule méthode, qui était la méthode du bras de levier. Voilà, que je vous incite à bien revoir, parce qu'elle est utile. Mais on peut aussi faire une deuxième méthode, c'est tout simplement calculer le moment du poids sur le pendule par un calcul direct. Eh bien, premier essai, vous allez appuyer sur pause sur la vidéo, reprendre le paramétrage, et puis calculer le moment du poids et voir si vous trouvez la même chose qu'avant. Voilà, si vous n'y arrivez pas ou si vous êtes bloqué, eh bien, vous pouvez passer à la suite. Et une fois que vous l'avez fait, si vous n'êtes pas bloqué, passez également à la suite. Donc, voilà la réponse. Le moment du poids, on revient à la définition du moment. On fait scaler rue parce que c'est un moment sur un axe. Et ensuite, on calcule le moment en O, O qui est le centre de la liaison pivot, et G, attention, qui est le point d'application de la force, puisque la force s'applique en G. Ici, c'est le poids. Donc, on calcule le produit vectoriel, voilà, il manque des parenthèses ici, mais voilà, donc finalement, EX vectoriel EX, ça fait 0, et il reste la contribution EY vectoriel EX qui donne moins EZ, donc quand on le projette sur EZ, ça fait un moins, et ça donne ceci, qui est bien le résultat qu'on trouvait avec la méthode du bras de levier. Voilà. Et ensuite, eh bien, on peut appliquer le théorème du moment cinétique au pendule pour décrire sa dynamique. Donc le théorème du moment cinétique scalaire sur l'axe s'écrit comme ça pour un solide. Le moment du poids, on vient de le calculer, et on trouve donc l'équation de mouvement suivante, équation qui gère les oscillations, donc avec θ qui est l'angle, et puis θ point point, l'accélération angulaire. Voilà, alors pour nous remettre un petit peu dans le bain, je vous laisse un petit moment pour personnellement rechercher la période des oscillations de ce pendule, mais des petites oscillations à partir de l'équation suivante. Donc, la réponse, elle est simplement dans le fait que dans les petites oscillations, sinus θ égale à peu près θ. Donc, si on reprend l'équation au-dessus et qu'on la réécrit, on a l'équation suivante. Voilà, qu'on peut aussi mettre sous forme canonique, puisqu'on reconnaît en réalité une équation harmonique de pulsation propre oméga 0, le terme devant oméga étant devant θ, pardon, c'est oméga 0 carré, donc il suffit de prendre la racine, on a la pulsation propre, et la période propre, qui est donnée par T0 égale 2pi sur oméga 0, et donc ça fait cette expression-là. Donc voilà la période du pendule simple, du pendule pesant, pardon. J'ai dit pendule simple, mais c'est un lapsus, puisque le pendule simple, en réalité, c'est juste un fil de masse négligeable et une masse au bout. Le pendule pesant, c'est un solide en liaison pivot autour du bâti, avec un moment d'inertie qui peut être quelconque. D'ailleurs, on peut se demander quelle est la conséquence du fait que le pendule ne soit plus simplement une barre homogène, mais quelque chose de plus compliqué. Dans ce cas-là, la seule chose qui change est que le poids va toujours s'appliquer en G, bien sûr, mais que G ne sera plus au milieu de la barre. Le L sur 2 ici venait du fait que le, le centre d'inertie de la barre était au milieu, alors ce sera plus vrai dans un solide quelconque. Voilà. Mais par contre, le moment d'inertie, lui, c'est spécifique au solide. Donc ça dépend vraiment du solide qu'on considère. Voilà. Donc pour la suite, on va s'intéresser
à l'énergétique du solide en rotation et on va voir comment faire un bilan d'énergie à un solide en rotation. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Les énergies pour les solides en rotation s'obtiennent vraiment très facilement à partir du théorème du moment cinétique. Le principe est le suivant. Lorsque l'on a un solide qui peut tourner autour d'un axe orienté, et on va noter θ point sa vitesse angulaire, alors le θ, la lettre grecque n'est pas bien passée, mais c'est bien θ point, et F une force extérieure qui crée un moment sur l'axe, alors on repart du théorème du moment cinétique qui va s'écrire I delta θ point point égale le moment de la force. J'ai pris qu'une force, mais s'il y en avait plusieurs, ce serait une somme de moments. Et pour faire apparaître une équation énergétique, on va toujours utiliser la même astuce depuis le début. On part d'une équation de mouvement et puis on la multiplie ici par θ point. Alors, on obtient ceci et dans le membre de gauche de l'équation, on va avoir I delta θ point point qui peut s'interpréter comme une dérivée. C'est pas la première fois qu'on rencontre ça. Lorsqu'on a une fonction fois sa dérivée, eh bien c'est la dérivée de la fonction au carré divisée par 2. Donc là, vous voyez, je l'ai réécrit un peu différemment. Et le terme de droite, je le laisse comme ça. Donc on va interpréter cette équation. Le terme dans la dérivée temporelle, celui-là, c'est homogène à une énergie. Alors vous pouvez le vérifier, et même appuyer sur pause si vous souhaitez le faire. Et en fait, ce qu'on peut montrer de ce terme-là, c'est que c'est pas n'importe quelle énergie, c'est la totalité de l'énergie cinétique associée à la rotation du solide autour de son axe. Autrement dit, le solide tourne, voilà, il a des masses réparties autour de l'axe. Toutes les masses ont des vitesses qui peuvent être différentes, mais quand on fait le calcul complet, on montre que l'énergie cinétique totale, c'est ça. Donc ça dépend de la vitesse angulaire du solide et de son moment d'inertie autour de l'axe. Et le terme de droite, il est associé à une puissance. C'est une puissance P, et ça a pour signification la puissance de la force qui s'applique au solide en rotation, s'il n'y a qu'une force. Sinon, c'est la somme des puissances. Donc quand vous avez un moment qui s'applique sur un solide, eh bien, il y a un terme de puissance associé à ça. Au passage, vous remarquez que c'est un peu cohérent avec les termes de puissance qu'on a déjà définis, notamment s'il y a un moment qui s'applique mais que le solide ne peut pas tourner pour telle ou telle raison, θ point égale à 0. Donc en fait, on dira que le moment ne travaille pas, puisqu'il n'exerce pas de puissance. Par contre, si ce θ point est non nul, alors il y a une puissance exercée. Alors, ce théorème-là, en réalité, c'est un cas particulier, c'est un cas particulier de bilan de puissance, comme on en a déjà vu en mécanique, et c'est même un cas particulier du théorème de la puissance cinétique. Théorème de la puissance cinétique, je vous rappelle, il nous disait la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la somme des puissances des forces. Bon, ben là, c'est un cas particulier, puisque l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du solide en rotation, et la puissance des forces, en réalité, c'est la puissance du couple associé au phénomène de rotation. Voilà. Donc c'est une équation énergétique. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est ça, le terme d'énergie cinétique associé à un solide en rotation, qui bien sûr ne s'écrit pas à un demi de mv carré comme pour un point matériel, mais qui est plus compliqué, qui prend en compte l'inertie le moment d'inertie du solide. Alors pour appliquer ce théorème, je vous propose un petit exercice simple. C'est simplement d'appliquer ce théorème pour déterminer la vitesse de rotation qu'un cylindre pourra obtenir si il est soumis à un couple de puissance 10 watts, et je vous donne son moment d'inertie. Voilà, essayez de voir comment on peut faire ça à partir de ce théorème-là, en appuyant sur pause, et je vous donne la réponse une fois que vous avez cherché. Donc, la réponse se fait de la manière suivante, on applique la loi de l'énergie cinétique au solide en rotation, en remarquant que le terme de puissance que je vous donne, c'est simplement le moment fois θ point, c'est le membre de droite de l'équation. Donc on l'a réécrit, ça fait ça. Et puis ensuite, il suffit d'intégrer cette équation, vu que P est une constante, ça s'intègre très facilement, et puis de remarquer que la constante d'intégration est nulle parce que θ point à t égale 0 vaut 0. Et donc on obtient ceci, ce qui va nous donner la vitesse angulaire obtenue, s'écrit comme la racine de 2pt sur I delta. L'application numérique donne 2,24 radians par seconde. Bon, c'est simplement une application, mais voilà.
Alors, vous avez d'autres exemples hein, dans la feuille de TD notamment, qui vont vous permettre de faire des bilans d'énergie au solide en rotation et des bilans de moments cinétiques. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des éclaircissements ou si vous voulez que je vous donne plus d'exemples, je peux le faire. Vous pouvez me contacter sur Discord à la suite de cette vidéo. Merci.